J'étais en train de me servir ma 3e part de dinde lorsque ma mère s'est levée à notre table de Thanksgiving, m'a pointé du doigt et a annoncé à nos 20 parents réunis que je devais partir immédiatement et cesser d'être une sangsue financière pour cette famille. La salle à manger est devenue complètement silencieuse. Mon cousin Bradley s'est arrêté en pleine mastication. Le verre de vin de tante Carole s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. Ma jeune sœur, Emma, donnait l'impression de vouloir disparaître sous la table. Mon père, David, s'est soudainement montré très intéressé par sa purée de pommes de terre et a refusé de croiser mon regard. J'ai calmement posé ma fourchette, j'ai regardé les visages choqués qui me fixaient, et j'ai dit doucement, « Très bien, alors », avant de me lever. Ce que personne dans cette pièce ne savait, c'est que je subvenais secrètement aux besoins de toute notre famille depuis 3 ans. En montant les escaliers grinçants vers ma chambre d'enfant, je pouvais entendre le murmure inconfortable des voix reprendre en bas. La même chambre où je rêvais de devenir quelqu'un, où j'étudiais la programmation informatique tard dans la nuit au lycée, pendant que mes parents s'inquiétaient pour mon avenir. Maintenant, en sortant mon vieux sac de sport du placard, je pensais à quel point il s'était trompé sur tout. Il y a 3 ans, mon père a perdu son emploi à l'usine de fabrication de Riverside lorsqu'ils ont réduit leurs effectifs de 60%. À 52 ans, David s'est retrouvé en concurrence avec des travailleurs plus jeunes pour des postes payés la moitié de ce qu'il gagnait auparavant. En 6 mois, notre famille risquait la saisie de la maison où j'avais grandi. La banque avait déjà envoyé 2 avis, et mes parents avaient des conversations étouffées et désespérées derrière des portes closes, pensant qu'Emma et moi ne pouvions pas les entendre. C'est à peu près à ce moment-là que mon entreprise de conseil a commencé à décoller. J'avais passé 4 ans après l'université à nouer des relations avec de petites banques locales dans le Midwest, les aidant à moderniser leur système logiciel financier. Ma spécialité était de créer des solutions sur mesure qui rationalisaient leurs opérations, tout en conservant la touche personnelle dont ces petites institutions étaient si fières. Au moment où papa a perdu son emploi, je gagnais plus de 200 000 $ par an, bien que je vive dans un appartement modeste et que je conduise une Honda Civic de 7 ans. J'ai commencé modestement, un paiement anonyme pour rattraper leur hypothèque, un chèque mystérieux qui couvrait leurs factures de services publics en retard. J'ai créé de fausses fondations de bourses d'études pour payer les frais de scolarité d'Emma, avec des documents d'apparence officiels qui lui ont fait croire qu'elle avait remporté des prix de mérite académique. J'ai créé des sociétés écrans qui envoyaient à mes parents de faux dividendes et retours sur investissement, soigneusement conçus pour ressembler à des décisions financières intelligentes que mon père était censé avoir prises des années plus tôt. La belle ironie, c'est que pendant que je travaillais 16 heures par jour pour financer leur style de vie confortable, ils critiquaient constamment mon choix de carrière. Ma mère disait aux voisins que j'étais juste un informaticien qui vivait d'un chèque de paie à l'autre. Mon père secouait la tête et se demandait pourquoi je n'avais pas un vrai travail avec des avantages et une sécurité. Il n'avait aucune idée que leur vie stable et confortable reposait entièrement sur mon succès. J'étais en train de plier mes vêtements dans le sac de sport quand mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant indiquait les Midwest Community Mortgage Service. Un timing étrange, mais j'ai répondu quand même. Monsieur Thompson, ici Janet du service des prêts hypothécaires. Je vous appelle au sujet du compte de la famille Patterson. Nos registres montrent que vous avez effectué des paiements en leur nom, mais nous n'avons rien reçu au cours des 3 derniers mois. Le compte est gravement en retard, et nous devons discuter immédiatement des modalités de paiement pour éviter une procédure de saisie. Mon sang se glaça. 3 mois de retard. C'était impossible. J'avais envoyé des paiements religieusement chaque mois via mon système bancaire automatisé. J'ai ouvert l'application bancaire de mon téléphone et j'ai parcouru mes transactions récentes. Elles étaient là, noir sur blanc. Des paiements mensuels de 2400 $ à Midwest Community Mortgage, envoyés électroniquement le 15 de chaque mois au cours des 90 derniers jours. Madame, je vois un paiement envoyé le 15 septembre, le 15 octobre et le 15 novembre. Êtes-vous certaine qu'ils n'ont pas été reçus? Monsieur, je regarde notre système en ce moment même. Le dernier paiement que nous avons reçu de votre part date du 14 août. Après cela, plus rien. Le compte présente un solde actuel de 7200 $ en souffrance. Quelque chose n'allait vraiment pas. En raccrochant le téléphone, j'ai réalisé que quelqu'un avait intercepté mes paiements. Quelqu'un qui connaissait mon arrangement et avait l'accès pour détourner l'argent. Quelqu'un qui voulait que ma famille échoue tout en profitant de ma générosité. Et j'avais une terrible suspicion sur l'identité de cette personne.
J'ai attrapé mon ordinateur portable et j'ai passé les 20 minutes suivantes à retracer l'historique de mes paiements via mon logiciel bancaire. En tant que spécialiste des systèmes financiers, je savais exactement où chercher les irrégularités. Ce que j'ai trouvé m'a retourné l'estomac. Au cours des 6 derniers mois, mes paiements hypothécaires avaient été redirigés électroniquement avant d'atteindre Midwest Community Mortgage. Au lieu d'aller sur le compte numéro 447 821 au nom de mes parents, ils avaient été systématiquement déviés vers le compte numéro 448 103, sous un nom complètement différent. Un nom que j'ai immédiatement reconnu, Bradley Patterson, mon cousin de 28 ans, qui travaillait comme agent de crédit junior à la Riverside Community Bank. Bradley, qui était assis en bas en ce moment même, profitant probablement de sa deuxième part de dinde financée par mon argent. J'ai creusé plus profondément dans la piste électronique, en utilisant mon accès à des réseaux bancaires que la plupart des gens ne pourraient jamais naviguer. Ce que j'ai découvert était un vol soigneusement orchestré qui durait depuis des mois. Bradley n'avait pas seulement volé mes paiements hypothécaires. Il avait intercepté divers paiements que je faisais pour la famille et les avait redirigés vers ses propres comptes. Les paiements de services publics que j'envoyais pour qu'ils aient de la lumière ? 70% avaient été écrémés. Les paiements de la voiture pour le camion de mon père ? Bradley en avait empoché la moitié, tout en effectuant des paiements minimums pour éviter la reprise du véhicule. Même une partie de l'argent des bourses que j'avais envoyées pour l'université d'Emma avait été partiellement détournée. Au total, Bradley avait volé plus de 70 000 $ d'argent destiné à soutenir notre famille. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était de découvrir comment il l'avait dépensé. 3 transactions distinctes au Paradise Casino totalisant 12 000 $, des vacances à Las Vegas qui ont coûté 8 000 $, une nouvelle moto d'une valeur de 15 000 $. Des comptes de paris sportifs premium avec des dépôts s'élevant à plus de 20 000 $. Des vêtements de marque, des factures de restaurants chers et des séjours dans des hôtels de luxe qui brossaient le tableau d'une dépendance au jeu, entièrement financée par la sécurité de ma famille. Pendant que mes parents s'inquiétaient de joindre les deux bouts et croyaient survivre grâce à de faux programmes d'aide gouvernementale et des retours sur investissement imaginaires, Bradley menait la grande vie avec l'argent destiné à les loger et les nourrir. Je fixais encore les preuves sur mon écran d'ordinateur quand j'ai entendu des pas dans les escaliers. La voix de Bradley retentit joyeusement. « Nick, ta mère m'a envoyé voir si tu avais besoin d'aide pour faire tes valises. Elle se sent mal pour ce qui s'est passé en bas. » Il est apparu dans l'embrasure de ma porte, tout sourire et fausse sollicitude. Bradley avait toujours été l'enfant prodige de notre famille élargie. Grand, athlétique, avec ce genre de charme facile qui inspirait immédiatement confiance aux adultes. Il avait joué au baseball au lycée, obtenait des notes correctes sans trop d'efforts, et avait décroché son emploi à la banque grâce à des relations familiales. Tout le monde le considérait comme le responsable, celui qui avait réussi. « Je t'ai apporté une bière », dit-il en tendant une bouteille. « Je me suis dit que tu en aurais bien besoin après cette scène en bas. »« Merci », dis-je en acceptant la bouteille, mais sans l'ouvrir. « Bradley, je peux te demander quelque chose ? » « Bien sûr, cousin, n'importe quoi. Tu travailles à la Riverside Community Bank, n'est-ce pas ? Au service des prêts. » Son sourire vacilla un court instant. « Oui, c'est ça. »« Pourquoi ? » ?»« Juste curieux de savoir comment fonctionnent les virements bancaires électroniques. » « Tu sais, le côté technique. J'ai eu quelques problèmes avec mes paiements professionnels récemment. » Oh, se détendit-il légèrement. Ouais, les virements électroniques peuvent être compliqués. Beaucoup de choses peuvent mal tourner. Des numéros mal saisis, des comptes qui se mélangent. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Intéressant. Alors, si quelqu'un voulait rediriger un paiement, comment ferait-il ? Cette fois, son sourire disparut complètement. Bradley s'assit sur ma vieille chaise de bureau et étudia attentivement mon visage. « Nick, où veux-tu en venir exactement ?» J'ai fermé mon ordinateur portable et les regardé droit dans les yeux. Je veux en venir au fait que ma famille est sur le point de perdre sa maison parce que quelqu'un a volé les paiements hypothécaires que j'envoyais. Quelqu'un avec un accès au système bancaire et une connaissance des numéros de compte. La couleur quitta le visage de Bradley, mais il se reprit rapidement. Trop rapidement. Ouah, attends. Tu es en train de dire que tu payais l'hypothèque de tes parents, Nick ? Ils recevaient de l'aide d'un programme gouvernemental. Ils en ont parlé à toute la famille. Ton père a fait de bons investissements il y a quelques années, et ils ont été éligibles à une aide au logement à cause de la perte de son emploi.
Bradley, il n'y a pas de programme gouvernemental. Il n'y a pas de bons investissements. Chaque dollar qui a maintenu cette famille à flot est venu de moi. Et depuis 6 mois, quelqu'un vole cet argent et laisse ma famille glisser vers la saisie, tout en finançant sa dépendance au jeu. Bradley se leva brusquement, son attitude amicale s'étant complètement évaporée. Tu dépasses les bornes, Nick. Tu ne peux pas lancer des accusations comme ça. Tu penses que je volerai ma propre famille? Tu penses que je laisserai l'oncle David perdre sa maison? Je ne le pense pas, Bradley. Je le sais. J'ai les enregistrements électroniques, les numéros de compte et les traces des transactions. Je sais pour le Paradise Casino, pour Las Vegas, pour la moto. Je sais tout. Pendant un long moment, nous nous sommes regardés en silence. Puis, l'expression de Bradley se transforma en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Quelque chose de froid et de calculateur. Tu sais quel est ton problème, Nick? Tu te crois tellement plus intelligent que tout le monde. Tu penses que parce que tu travailles avec des ordinateurs toute la journée, tu comprends comment fonctionne le monde réel. Mais ce n'est pas le cas. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe vraiment dans cette famille. Éclaire-moi. Tes parents ne veulent pas de ton aide. Ils n'en ont jamais voulu. Ils ont honte de toi. De ton travail bizarre, de ta façon de vivre, du fait que tu as 30 ans et que tu es toujours célibataire, sans véritable avenir. La seule raison pour laquelle je suis intervenu pour gérer leur situation financière, c'est parce qu'ils me l'ont demandé. Ils voulaient quelqu'un de confiance, quelqu'un qui comprenait leurs besoins. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Gérer leur situation financière? C'est exact. Ton père est venu me voir il y a 6 mois. Il s'inquiétait de certaines irrégularités dans leur compte. De l'argent qui apparaissait de sources inconnues. Il avait peur que quelqu'un blanchisse de l'argent via leur compte ou les utilise pour une sorte de fraude. Il m'a demandé d'enquêter et de m'assurer qu'il n'aurait pas de problème avec la loi. Bradley mentait, mais il le faisait de manière convaincante, plus convaincante que je ne l'aurais cru. Ton père m'a spécifiquement demandé de bloquer tout paiement suspect et de le rediriger jusqu'à ce que nous puissions découvrir d'où il venait. Nous avons constitué un dossier à remettre aux enquêteurs fédéraux. Félicitations, Nick. Tu fais l'objet d'une enquête financière depuis 6 mois. J'ai alors réalisé que Bradley était bien plus dangereux que je ne l'avais imaginé. Il n'était pas seulement un joueur dépendant qui était tombé dans le vol. C'était un manipulateur habile qui avait passé des mois à créer une histoire de couverture qui me présentait comme le criminel et lui-même comme le protecteur de la famille. Voici ce qui va se passer, poursuivit Bradley, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Tu vas te taire au sujet de tes petites théories du complot. Tu vas quitter cette maison comme ta mère te l'a demandé, et tu vas te tenir à l'écart des finances de cette famille. Parce que si tu essaies de causer des problèmes, je dirai à tout le monde que tu as essayé de les contrôler avec de l'argent, que tu as espionné leurs comptes financiers, et que tu m'as menacé quand j'ai essayé de les protéger. Qui crois-tu qu'ils vont croire, Nick? L'informaticien bizarre qui vit seul et n'a pas d'amis, ou l'employé de banque responsable qui a essayé de les garder en sécurité? Bradley prit la bière qu'il m'avait apportée et en but une longue gorgée. D'ailleurs, j'ai déjà dit à l'oncle David que je pense pouvoir les aider avec leur situation hypothécaire. Je prévois de leur offrir un prêt personnel plus tard aujourd'hui, un prêt familial généreux qui leur permettra de rattraper leur paiement et de garder leur maison. Ils seront si reconnaissants qu'ils insisteront probablement pour faire de moi l'exécuteur de leur testament. L'audace de la chose était à couper le souffle. Bradley prévoyait de prêter à ma famille l'argent dont ils avaient désespérément besoin, en utilisant l'argent même qu'il avait volé de leur paiement de soutien. Ils seraient remboursés, avec intérêt, pour le privilège de garder de l'argent qui leur appartenait en premier lieu. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, Bradley. C'est déjà fait, dit-il en finissant la bière et en posant la bouteille vide sur ma commode. Et si tu essaies de m'arrêter, tu détruiras toute cette famille dans le processus. Est-ce vraiment ce que tu veux? Déchirer les gens que tu prétends aimer juste parce que tes sentiments ont été blessés? Bradley se dirigea vers la porte de ma chambre, puis s'arrêta et se retourna vers moi. Oh, et Nick, l'annonce de ta mère en bas n'était pas un hasard. Il se peut que je lui ai mentionné ce matin que tu semblais plein de ressentiment face à leur récente bonne fortune. Je lui ai dit que j'avais peur que tu essaies de les culpabiliser pour qu'ils te soutiennent financièrement. Je lui ai suggéré qu'elle voudrait peut-être clarifier que tu devais te débrouiller seul. Il sourit, ce sourire charmant qui avait trompé toute notre famille. Bienvenue dans le monde réel,
cousin. Peut-être que maintenant, tu vas enfin grandir. Après le départ de Bradley, je suis resté assis sur mon lit d'enfant pendant quelques minutes, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Mon cousin avait non seulement volé ma famille, mais il les avait systématiquement manipulés pour qu'ils me voient comme une menace potentielle. Et à en juger par l'humiliation publique de ma mère en bas, sa manipulation avait été dévastatrice. J'ai décidé de tester quelque chose. Je voulais voir jusqu'où irait l'égoïsme de cette famille avant de prendre une décision sur la suite des événements. Je suis redescendu et j'ai trouvé la famille en train de nettoyer après le dîner. La belle vaisselle était soigneusement emballée et rangée. Les restes de dinde étaient répartis dans des contenants, et la table de la salle à manger était débarrassée des vestiges de notre festin de Thanksgiving. Tout le monde semblait un peu mal à l'aise quand je suis réapparu, mais ils ont essayé d'agir normalement. « Ah, Nick, mon chéri », dit ma mère sans me regarder dans les yeux. « Je suis désolé pour tout à l'heure. Je crois que j'étais juste stressé par les fêtes et que j'ai peut-être bu un peu trop de vin. Ce n'est pas grave, maman. En fait, j'espérais pouvoir parler à tout le monde de quelque chose pendant que nous sommes tous réunis. Bien sûr, mon cœur. Qu'est-ce qui te préoccupe ? J'ai pris une grande inspiration et j'ai lancé le premier test. Je déteste aborder ce sujet pendant les fêtes, mais je suis dans une situation financière un peu difficile. La transmission de ma voiture a lâché la semaine dernière, et le garage demande $800 pour la réparer. Je me demandais si je pouvais emprunter peut-être $50 à quelqu'un pour aider à couvrir la compte sur les réparations. Je peux les rembourser le mois prochain, quand mon prochain paiement de contrat arrivera. Le silence tomba dans la pièce. Mon père continua de racler les assiettes comme s'il ne m'avait pas entendu. L'expression de ma mère passa de l'excuse à l'agacement. « Nick, honnêtement, nous ne pouvons pas continuer à te tirer d'affaire chaque fois que tu as un problème. Tu as 30 ans. Tu dois apprendre à mieux gérer ton argent. Mais maman, ce ne sont que $50, et j'ai dit que je les rembourserai. C'est ce que tu dis toujours, intervint Emma depuis la cuisine. Tu te souviens quand tu as emprunté de l'argent pour cet équipement informatique l'année dernière ? Je n'avais jamais emprunté d'argent à Emma pour de l'équipement informatique. En fait, je n'avais jamais emprunté d'argent à aucun d'entre eux pour quoi que ce soit. Mais j'ai laissé passer et j'ai essayé une autre approche. Papa, qu'en penses-tu ? Pourrais-tu m'aider, juste pour cette fois ? David leva enfin les yeux de son assiette. Il portait un polo de golf tout neuf que j'ai reconnu de la boutique du Riverside Country Club. Je savais qu'il coûtait $90 parce que je l'avais regardé moi-même 2 semaines plus tôt. Ses chaussures de golf étaient neuves aussi, probablement $150 de plus. Mon fils, j'aimerais pouvoir t'aider, mais l'argent est rare pour tout le monde en ce moment. Tu dois apprendre à économiser pour les urgences au lieu de vivre d'un chèque de paie à l'autre. C'est peut-être une bonne leçon pour toi. L'argent est rare, répétai-je lentement. Eh bien, pas rare exactement, corrigea ma mère. Nous avons eu de la chance ces derniers temps. Ton père a pris d'excellentes décisions d'investissement il y a quelques années qui portent enfin leurs fruits. De plus, nous avons été éligibles à certains programmes d'aide. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons simplement distribuer de l'argent aux membres de la famille qui n'ont pas appris à être responsables. J'ai regardé ma tante Carole hocher la tête en signe d'approbation, tout en portant des bijoux que je n'avais jamais vus auparavant. Mon oncle Tom consultait son téléphone, qui semblait être le dernier modèle d'iPhone. Mes cousins discutaient de leur projet de vacances de printemps en Floride. Quel type de programme d'aide ? Demandai-je innocemment. Une aide au logement, principalement, expliqua mon père. Quand j'ai perdu mon emploi à l'usine, nous avons été éligibles à des programmes fédéraux qui aident avec les paiements hypothécaires et les services publics. Ça a été une vraie bénédiction. Et les retours sur investissement ? Ton père a été assez intelligent pour investir dans des actions technologiques il y a des années, dit fièrement ma mère. Les dividendes nous ont aidés à rester à flot pendant qu'il cherche du travail. J'ai hoché la tête, pensif. Des actions technologiques qui fournissaient des dividendes mensuels assez importants pour couvrir une hypothèque et les services publics. Des programmes gouvernementaux qui envoyaient des chèques mensuels constants sans aucune paperasse ni exigence. C'était remarquable de voir avec quelle facilité ils avaient accepté des explications qui n'avaient aucun sens, même sous un examen de base. Mais plus encore, il était remarquable de voir à quelle vitesse ils s'étaient adaptés à un style de vie financé par des aubaines mystérieuses, tout en maintenant qu'ils ne pouvaient pas se permettre $50 pour aider leur fils à réparer sa voiture.
Tu devrais peut-être parler à Bradley, suggéra tante Carole. Il travaille à la banque, et il connaît peut-être des programmes qui pourraient t'aider à obtenir un prêt automobile. Bradley a été une telle bénédiction pour cette famille, acquiesça ma mère. Il nous a aidés à comprendre tous ces programmes d'aide financière auxquels nous étions éligibles. Sans ces conseils, nous n'aurions jamais su que nous y avions droit. Oui, ajouta mon père. Bradley s'y connaît vraiment. Il a expliqué comment fonctionnent tous ces retours sur investissement et ces paiements gouvernementaux. Un jeune homme intelligent. J'ai regardé autour de moi ma famille, qui vivait tous une vie confortable financée par ma générosité secrète, tout en refusant de m'aider pour une petite urgence financière factice. Ils n'avaient aucune idée que le jeune homme intelligent et qu'il louait les volets depuis des mois. Mais le test final était encore à venir. Eh bien, je suppose que je trouverai une solution, dis-je. Je peux peut-être prendre le bus pour aller au travail pendant un certain temps. Voilà l'esprit, dit Emma. Un peu d'épreuve forge le caractère. En parlant de caractère, ajouta ma mère, nous sommes tous très fiers de la façon dont tout le monde s'en sort. La bourse d'Emma a été une telle bénédiction, et Bradley vient de s'acheter une magnifique nouvelle moto. Il a travaillé si dur pour s'offrir de belles choses. Une moto, demandai-je. Une moto magnifique, dit Bradley en apparaissant de la cuisine avec un sourire satisfait. J'ai économisé pendant 2 ans pour me l'offrir. Il n'y a rien de tel que le sentiment de gagner quelque chose par le travail acharné et la discipline. Je n'en doute pas, répondis-je. Comme par hasard, le téléphone de ma mère vibra avec un message texte. Elle le lut et fronça les sourcils. C'est étrange. La société de prêt hypothécaire vient d'envoyer un message disant que notre compte est en souffrance. Ça doit être une erreur. Je les appellerai demain pour régler ça, dit mon père d'un ton sec. Les systèmes informatiques font tout le temps des erreurs. En fait, intervint Bradley en douceur, je voulais vous parler de ça. J'ai remarqué quelques irrégularités dans votre compte lorsque je vous aidais à surveiller vos finances. Rien de grave, mais je pense qu'il pourrait y avoir une certaine confusion au sujet du traitement des paiements. J'allais suggérer que je pourrais peut-être aider en fournissant un prêt à court terme pour tout rattraper pendant que nous réglons la paperasse. Oh, Bradley, c'est si généreux de ta part, s'extasia ma mère. C'est à ça que sert la famille, répondit-il en me regardant droit dans les yeux. Je me suis excusé et je suis sorti sur le porche arrière, d'où je pouvais entendre ma famille à travers la fenêtre ouverte, continuant de louer la générosité et la responsabilité de Bradley tout en discutant de mon incapacité apparente à gérer les responsabilités de base d'un adulte. Je ne comprends tout simplement pas où nous nous sommes trompés avec Nick, disait ma mère. Emma a si bien réussi, mais Nick semble perdu. Il a 30 ans et ne peut toujours pas se permettre de réparer sa propre voiture. Certaines personnes sont juste des fleurs tardives, répondit mon père. Peut-être que cela le motivera à enfin se ressaisir. Je l'espère, ajouta Emma. C'est embarrassant quand les gens demandent ce que fait mon frère comme travail. Je veux dire, consultant en informatique a l'air impressionnant, mais de toute évidence, ça ne paie pas bien s'il ne peut même pas se permettre des réparations de voitures. Il devrait peut-être envisager de retourner à l'école, suggéra tante Carole. Avoir un métier ou quelque chose de plus stable. Bradley a toujours dit que les gens du secteur financier réussissent bien. Ma mère réfléchit, peut-être que Nick devrait envisager de suivre son exemple. Debout sur le porche, dans l'air froid de novembre, écoutant ma famille discuter de mes échecs tout en portant des vêtements et des bijoux achetés avec l'argent que j'avais gagné, j'ai enfin compris la vraie nature des gens pour qui je m'étais sacrifié. Ils n'étaient pas seulement ingrats. Ils étaient cruels. C'étaient des gens mesquins et égoïstes qui avaient bâti leur vie confortable sur ma générosité tout en se convainquant que j'étais la déception de la famille. Et ils étaient sur le point d'apprendre ce que la déception signifiait vraiment. Mais d'abord, je devais rassembler plus de preuves. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Je me suis éloigné de la maison et j'ai appelé mon avocate d'affaires, Sarah Thompson. Sarah s'occupait de mes contrats d'entreprise depuis 3 ans, et je lui faisais entièrement confiance. Plus important encore, elle était spécialisée en criminalité financière et en droit de la famille. Nick, tu appelles le jour de Thanksgiving. Ça doit être sérieux. Sarah, j'ai besoin de conseils juridiques sur une situation compliquée impliquant vol, fraude et finances familiales. En combien de temps peux-tu examiner des documents financiers et monter un dossier? Ça dépend de la complexité, mais je peux travailler pendant le week-end si c'est urgent. De quoi s'agit-il?
J'ai expliqué la situation en détail, les 3 ans de soutien familial, le vol systématique de Bradley, les paiements redirigés et la saisie imminente. Sarah a écouté sans interrompre, demandant occasionnellement des éclaircissements sur les dates et les montants. Nick, c'est un crime fédéral. Fraude électronique, fraude bancaire, possiblement blanchiment d'argent. On parle d'accusations criminelles qui pourraient entraîner une peine de prison sérieuse. Quelle documentation as-tu? Des enregistrements électroniques complets de chaque transaction. Relevé bancaire, numéro de compte, informations de routage et preuves de l'endroit où l'argent volé est allé. Je peux aussi prouver que la famille croyait recevoir une aide gouvernementale et des retours sur investissement qui n'existent pas bien. Que veux-tu obtenir ici? Des poursuites pénales, un recouvrement civil, une réconciliation familiale? J'ai pensé à l'humiliation publique de ma mère, à la leçon de responsabilité de mon père alors qu'il portait des vêtements que j'avais achetés, à l'embarras d'Emma face à mes prétendus échecs, et au rejet complet de ma demande de $50 d'aide par la famille. Je veux la justice, Sarah, mais je veux aussi qu'ils comprennent ce qu'ils ont perdu. Y a-t-il un moyen d'arrêter tout soutien financier immédiatement tout en me protégeant des conséquences fiscales? Absolument. En fait, tu aurais dû structurer cela différemment dès le début. Les dons anonymes à des membres de la famille sans documentation appropriée créent d'énormes obligations fiscales pour toi. Nous devons immédiatement établir que tu cesses tout soutien financier et leur transférer la responsabilité légale. En combien de temps peux-tu faire ça? Je peux déposer des documents d'urgence demain qui mettront fin à tes obligations financières et établiront une séparation légale claire entre tes finances et les leurs. Je peux aussi préparer la plainte pénale contre ton cousin et la déposer auprès des procureurs fédéraux d'ici lundi. Fais-le. Tout. Nick, je dois te demander, es-tu prêt pour les conséquences de tout ça? Ta famille va faire face à une saisie, à une reprise de possession et à d'importantes difficultés financières. Ton cousin va aller en prison. Cela détruira probablement tes relations familiales de façon permanente. J'ai regardé par la fenêtre ma famille, qui discutait toujours de mes défauts de caractère tout en planifiant comment dépenser le généreux prêt de Bradley, de l'argent volé à leur propre soutien. Sarah, ils ont déjà détruit notre relation. Ils ne le savent juste pas encore. Ce que je fais, c'est leur montrer les conséquences naturelles de leur choix. Très bien. J'aurai besoin que tu m'envoies tous les documents financiers que tu as ce soir. Relevé bancaire, registre de transactions, confirmation de paiement, tout. Peux-tu le faire? Absolument. Une dernière chose. Veux-tu leur donner une chance de réparer les choses avant que nous ne portions plainte? Parfois, les situations familiales peuvent être résolues sans impliquer les forces de l'ordre. Je vais leur donner exactement une chance, mais ils devront la mériter. Après avoir raccroché avec Sarah, j'ai appelé mon comptable, James Rodriguez. James gérait les finances de mon entreprise depuis que j'avais créé la société de conseil, et il comprenait les implications fiscales de mon soutien familial mieux que quiconque. Nick, content de t'entendre. Comment se passent les fêtes? Compliqué, James. Je dois te parler de la situation de soutien financier familial dont nous avons discuté l'année dernière. Les dons anonymes. Qu'y a-t-il? Je dois les arrêter immédiatement et tout restructurer pour minimiser mon exposition fiscale. De plus, il s'avère que quelqu'un a volé une partie des paiements de soutien au cours des 6 derniers mois. Il y eut une longue pause. Nick, nous devons nous rencontrer dès lundi matin. Les implications fiscales de tout ça sont plus sérieuses que tu ne le penses. À quel point? Parce que tu as fait des dons anonymes substantiels à des membres de ta famille sans documentation appropriée ni déclaration de dons, l'IRS pourrait les considérer comme un revenu imposable pour toi. On parle potentiellement de plus de $100 000 d'impôts imprévus. Ajoute à cela le fait que tu as déduit des dépenses professionnelles tout en soutenant des membres de ta famille, et tu pourrais te retrouver avec des pénalités et des intérêts qui te mettraient en faillite. Mon estomac se noie. Quelles sont mes options? Nous devons immédiatement établir une séparation légale claire entre tes finances et celles de ta famille. Tu dois les informer formellement que tout soutien financier prend fin et pourquoi. Nous devons documenter le vol à des fins de recouvrement fiscal, et nous devons restructurer tes déclarations de revenus des 3 dernières années pour comptabiliser correctement les dons. Peux-tu t'occuper de tout ça ce week-end? Je vais devoir. Nick, si tu ne règles pas ça immédiatement, tu pourrais tout perdre. La seule responsabilité fiscale pourrait te forcer à la faillite. Alors, réglons ça.
Je t'enverrai les mêmes documents financiers que j'envoie à mon avocate. Bien. Et Nick, je suis désolé que cela soit arrivé. Ta famille n'a aucune idée de la chance qu'ils ont eue d'avoir quelqu'un comme toi pour veiller sur eux. Ils sont sur le point de le découvrir. Après avoir terminé l'appel avec James, j'ai envoyé aux deux professionnels une documentation complète de mes 3 années de soutien familial, registre de transactions, relevé bancaire, confirmation de paiement, numéro de compte, information de routage et des feuilles de calcul détaillées montrant exactement combien d'argent était allé à chaque membre de la famille pour chaque objectif. Le total était stupéfiant. Plus de 300 000 $ en paiements hypothécaires, services publics, paiement de voitures, primes d'assurance, frais de scolarité et soutiens divers. De l'argent qui a permis à ma famille de vivre confortablement tout en se croyant prospère et indépendante. De l'argent qui était sur le point de disparaître complètement. Pendant que j'organisais les documents financiers, mon téléphone vibra avec un SMS de Bradley. J'espère que tu ne prévois pas de causer des problèmes, car je détesterais que ces fêtes deviennent encore plus désagréables. J'ai répondu, ne t'inquiète pas, Bradley. Je pense que tout le monde est sur le point d'obtenir exactement ce qu'il mérite. Sa réponse est revenue immédiatement. Content que nous nous comprenions. Mais Bradley avait complètement mal compris. Il pensait m'avoir intimidé pour que je me taise. Il pensait que ses menaces et ses manipulations m'avaient convaincu de disparaître discrètement et de le laisser continuer à voler ma famille tout en jouant le rôle de leur sauveur financier. Il n'avait aucune idée que j'étais sur le point de démanteler systématiquement l'illusion confortable qu'il avait aidé à créer et d'exposer le vrai caractère de chacun dans le processus. J'ai passé l'heure suivante à documenter le comportement de la famille sur mon téléphone, leurs discussions sur ma supposée irresponsabilité financière, leur refus d'aider avec ma fausse urgence de voiture, leur louange pour la générosité de Bradley avec de l'argent volé, leur mépris total de ma valeur pour la famille. J'ai également fait des recherches sur les conséquences juridiques auxquelles Bradley était confronté. La fraude électronique entraînait une peine potentielle de 20 ans de prison fédérale. La fraude bancaire ajoutait 30 ans de plus. Le vol monétaire dépassait 50 000 $, ce qui élevait les charges au niveau de crimes graves. Mais plus que les conséquences juridiques, j'ai pensé aux conséquences sociales que ma famille était sur le point d'affronter. Ils avaient passé des mois à se vanter auprès des voisins et des amis de leur bonne fortune, de leur mystérieuse aide gouvernementale et de leur judicieux retour sur investissement. De leurs enfants qui réussissaient et de leur propre sagesse financière. Lorsque la vérité éclaterait, ils ne perdraient pas seulement leur maison et leur voiture. Ils perdraient leur réputation, leur fierté et leur position dans la communauté. Les gens auxquels ils s'étaient vantés réaliseraient qu'ils avaient vécu un mensonge bâti sur la générosité secrète de leur propre fils. Et ils devraient affronter le fait qu'ils avaient chassé la personne qui les avait maintenus à flot, non par méchanceté ou trahison, mais par simple cruauté et ingratitude. Alors que je terminais mes préparatifs, je pouvais entendre la famille à l'intérieur faire des plans pour le shopping du Black Friday et discuter de leur liste de cadeaux de Noël. Ils faisaient des plans financés par de l'argent qu'ils n'avaient pas, pour un style de vie qu'ils n'avaient pas mérité, complètement inconscients que leur monde confortable était sur le point de s'effondrer. Mais j'allais leur donner une chance de faire ce qu'il fallait. Une chance de montrer qu'ils étaient capables de reconnaissance, de gratitude et de décence humaine de base. S'ils échouaient à ce test, ils apprendraient ce que cela signifiait vraiment de compter sur eux-mêmes. Je suis rentré dans la maison et j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. Ma famille était montée dans ma chambre et fouillait activement dans mes affaires, décidant apparemment de ce qu'il fallait faire de mes choses, maintenant que je déménageais. Ma mère était assise sur mon lit avec une boîte, emballant soigneusement mes trophées de baseball du lycée et mes récompenses académiques. Les enfants de Bradley adoreraient ça, disait-elle à tante Carole. Ça ne fait que prendre la poussière ici de toute façon. Mon père mettait en boîte mes vieux livres, y compris des romans en première édition que j'avais collectionnés au fil des ans et des manuels techniques qui m'avaient coûté des centaines de dollars. Emma peut les utiliser pour ses cours à l'université, annonça-t-il. Inutile de laisser des livres de valeur inutilisés. Emma elle-même fouillait dans les tiroirs de ma commode, sortant des vêtements et des accessoires. Certains de ces pulls m'iraient parfaitement, disait-elle à ma cousine Jennifer. Nick n'a jamais vraiment eu beaucoup de sens de la mode, de toute façon. Mais la scène qui m'a fait voir rouge, c'est Bradley assis à mon vieux bureau, fouillant dans mon sac d'ordinateur portable et regardant mes documents professionnels avec une curiosité évidente. Bradley, que fais-tu avec mon sac d'ordinateur ? Il leva les yeux avec ce même sourire charmant. Oh, je m'assure juste que tu n'as rien laissé d'important derrière toi.
Ta mère m'a demandé de l'aider à emballer tes affaires techniques, car elle ne comprend rien aux ordinateurs. Je ne t'ai pas demandé de fouiller dans mes documents professionnels. Détends-toi, cousin. Je ne lis pas tes secrets d'entreprise, j'essaie juste d'être utile. Il brandit un dossier contenant des contrats clients. Bien que je doive dire, pour quelqu'un qui gagne sa vie avec des ordinateurs, tu ne sembles pas avoir beaucoup d'affaires. La plupart de ces contrats sont assez petits. Le reste de la famille interrompit leur chasse au trésor pour écouter l'évaluation de Bradley sur mes apparents échecs professionnels. En fait, dis-je calmement, ce ne sont que les contrats locaux. Mes principaux clients sont gérés via un système de fichiers différents. Bien sûr, répondit Bradley avec un rire condescendant. Écoute, Nick, il n'y a pas de honte à avoir des difficultés. Nous devons tous commencer quelque part. Quand tu seras de nouveau sur pied, tu pourras postuler pour un poste à la banque. Je pourrais peut-être glisser un mot en ta faveur. Quelle générosité. C'est à ça que sert la famille. Bien sûr, tu devrais d'abord travailler sur ton attitude. Les banques n'embauchent pas de gens qui ne savent pas gérer le stress ou la critique de manière professionnelle. Ma mère leva les yeux de l'emballage de mes trophées. Bradley a raison, Nick. Ta réaction à mes commentaires tout à l'heure était vraiment inappropriée. J'essayais juste de t'aider à comprendre que tu dois prendre plus de responsabilités dans ta vie. Maman, j'ai essayé de te dire quelque chose d'important sur la situation financière de notre famille. Pourrions-nous en parler? Mon chéri, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour un autre de tes plans ou de tes excuses. Nous essayons tous de t'aider à faire tes valises et à t'organiser. Ce n'est pas un plan. Il s'agit de votre hypothèque et de l'avis de saisie que vous avez reçu. Mon père se leva de sa boîte de mes livres. Nick, nous apprécions ta préoccupation, mais Bradley a déjà proposé de nous aider avec cette situation. Il comprend la banque et la finance mieux que quiconque. Nous n'avons pas besoin de t'inquiéter avec des questions financières d'adultes. Des questions financières d'adultes. Mon fils, je sais que tu veux bien faire, mais tu peux à peine te permettre de réparer ta propre voiture. Nous ne pouvons pas accepter de conseils financiers de quelqu'un qui a du mal à payer ses propres factures. Emma leva les yeux de mes vêtements. Nick pourrait apprendre quelque chose en regardant comment de vrais adultes gèrent les problèmes d'argent. Bradley a toujours été bon en planification financière. Très bon, approuva tante Carole. Il a économisé pendant 2 ans pour acheter cette moto. Cela demande une vraie discipline et de la maturité. J'ai regardé autour de moi les membres de ma famille se partageant mes affaires tout en rejetant mes tentatives de les avertir de leur crise financière. Ils avaient une confiance totale en la capacité de Bradley à résoudre leurs problèmes, ignorant que Bradley était la cause de leurs problèmes. Bradley, dis-je prudemment, pourquoi ne parles-tu pas à tout le monde de ton offre de prêt, celle qui va résoudre leur situation hypothécaire? L'expression de Bradley changea légèrement, mais il maintint son attitude confiante. Eh bien, ce n'est pas encore finalisé. Les réglementations bancaires exigent une documentation appropriée pour les prêts familiaux, mais je devrais être en mesure d'offrir à l'oncle David un prêt personnel à un taux d'intérêt très raisonnable qui leur permettra de rattraper leur paiement. Quel genre de taux d'intérêt? Probablement autour de 8% par an. C'est en fait assez généreux pour un prêt personnel non garanti. J'ai fait le calcul rapide. 8% par an sur les $7 200 que ma famille devait se traduirait par la collecte par Bradley de plus de 5 cents de paiement d'intérêt par an, remboursé avec de l'argent qu'il avait volé de leur paiement de soutien en premier lieu. Et que se passe-t-il s'ils ne peuvent pas te rembourser? Bradley haussa les épaules. Alors nous devrions trouver une sorte d'arrangement. Peut-être qu'il pourrait céder une partie de la propriété de la maison en garantie. L'audace était à couper le souffle. Bradley prévoyait de voler la maison de ma famille par le biais d'un prêt prédateur, financé par de l'argent volé à leur propre soutien. C'est incroyablement généreux de ta part, Bradley, dit chaleureusement ma mère. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. Tu devrais peut-être y réfléchir attentivement, dis-je doucement. Nick, ça suffit, cria mon père. J'apprécie que tu sois inquiet, mais tu es clairement stressé par ta propre situation. Ne t'en prends pas aux gens qui essaient d'aider notre famille. Oui, ajouta Emma. Tu devrais peut-être te concentrer sur la résolution de tes propres problèmes au lieu de créer des drames sur les affaires des autres. Créer des drames? Tu as agi bizarrement toute la journée, observa ma mère. D'abord les questions étranges sur l'argent, puis des accusations de problèmes financiers qui n'existent pas.
Tu devrais peut-être parler à quelqu'un pour mieux gérer le stress. J'ai réalisé que Bradley avait été plus efficace que je ne l'imaginais. Non seulement il avait volé ma famille et les avait manipulés pour me faire passer pour peu fiable, mais il avait aussi semé le doute sur ma stabilité mentale. Toute tentative de ma part pour exposer la vérité serait rejetée comme une preuve de mon instabilité émotionnelle et de ma jalousie face à leur bonne fortune. Peut-être que Nick a juste du mal à accepter que le reste de la famille réussisse alors qu'il a des difficultés, suggéra Bradley, pensif. Il est naturel de ressentir du ressentiment quand on voit les autres réussir. L'important est de canaliser ses sentiments en motivation pour s'améliorer. C'est très sage, approuva tante Carole. Certaines personnes ont du mal à se réjouir du succès des autres. Je pense que Nick a juste besoin de temps pour mûrir, conclut Emma. L'université m'a vraiment aidé à développer une meilleure perspective sur les relations familiales et la responsabilité personnelle. J'ai regardé ma sœur vanter sa propre maturité, qui avait été entièrement financée par mes faux programmes de bourse, tout en critiquant mon manque de perspective. J'ai regardé mes parents accepter l'explication de Bradley selon laquelle j'étais jaloux de leur succès, qui n'existait que grâce à mon soutien secret. J'ai regardé ma famille élargie hocher la tête en signe d'accord sur mes défauts de caractère tout en portant des bijoux et des vêtements achetés avec l'argent que j'avais gagné. Et j'ai réalisé qu'ils étaient irrécupérables. Ce n'étaient pas de bonnes personnes qui avaient été temporairement égarées. C'étaient des personnes fondamentalement égoïstes et cruelles qui se sentaient en droit de me juger et de me rejeter tout en profitant de ma générosité. Ils n'étaient pas reconnaissants de leur bonne fortune, ils croyaient la mériter. Ils ne se souciaient pas de mes difficultés, ils étaient impatients d'utiliser mes échecs apparents pour se sentir mieux dans leur peau. Mais j'étais sur le point de leur donner une dernière chance de montrer leur vrai caractère. Vous savez quoi, dis-je, m'asseyant sur mon lit à côté de la boîte de mes trophées d'enfance. Vous avez tous raison. J'ai été stressé par ma situation financière, et j'ai ressenti du ressentiment face au succès des autres. Peut-être que je devrais simplement accepter que certaines personnes sont meilleures pour gérer l'argent et prendre des décisions intelligentes. La pièce se détendit légèrement. Ma reddition apparente à leur logique semblait satisfaire tout le monde. C'est une attitude saine, dit ma mère d'un ton approbateur. Admettre que vous avez une marge d'amélioration est le premier pas vers la croissance personnelle. Exactement, approuva Bradley. Et Nick, je veux que tu saches que si jamais tu as besoin de conseils financiers, je suis là pour t'aider. J'ai beaucoup appris sur la gestion de l'argent grâce à mon travail à la banque. J'apprécie, Bradley. En fait, pourrais-tu m'aider à comprendre quelque chose? Tu as mentionné que mes parents étaient éligibles à des programmes d'aide gouvernementale. Comment fonctionne-t-il exactement? Eh bien, il existe divers programmes fédéraux et étatiques conçus pour aider les familles en difficulté économique. Aide au logement, subventions pour les services publics, ce genre de choses. La paperasse peut être compliquée, mais j'ai aidé tes parents à naviguer dans le processus de demande. Et les retours sur investissement que mon père a mentionnés? Ton père a été assez intelligent pour investir dans des investissements du secteur technologique il y a plusieurs années. Les rendements ont fourni un revenu mensuel stable qui a aidé à compléter les programmes d'aide. J'ai hoché la tête, pensif. C'est incroyable. Des dividendes mensuels d'actions technologiques, plus une aide gouvernementale qui couvre les paiements hypothécaires et les services publics. Tu as dû vraiment les aider à optimiser leur situation financière. J'essaie de veiller sur la famille, dit modestement Bradley. Ça a été une telle bénédiction, ajouta ma mère. Nous sommes passés de la menace de saisie à un revenu stable et confortable. Bradley nous a vraiment sauvés. Et le meilleur, intervint mon père, c'est que nous n'avons pas à dépendre de nos enfants pour le soutien. Nous sommes complètement autonomes maintenant. Autonome, répétai-je lentement. C'est merveilleux. Donc, si quelque chose venait à perturber ces sources de revenus, vous seriez capable de vous débrouiller seul? Bien sûr, répondit ma mère avec confiance. Nous avons appris à vivre selon nos moyens et à prendre des décisions financières intelligentes. C'est ce que font les vrais adultes. Contrairement à certaines personnes, ajouta Emma avec un regard significatif dans ma direction. Eh bien, dis-je en me levant et en me dirigeant vers la porte de ma chambre, dans ce cas, j'ai quelque chose d'important à vous dire à tous. Quelque chose qui va tester exactement à quel point vous êtes vraiment autonome et financièrement stable. La famille me regarda avec des expressions allant de la curiosité à l'agacement. Nick, prévint mon père, si c'est une autre de tes explosions émotionnelles à propos de l'argent, nous n'avons vraiment pas le temps pour ça.
Oh, vous allez vouloir prendre le temps pour celle-ci, papa, car cela affecte chaque personne dans cette pièce. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon application bancaire. Vous voyez, il y a quelque chose que vous ne savez pas sur votre situation financière. Quelque chose qui est sur le point de changer radicalement, à partir de maintenant. L'expression confiante de Bradley commença à se transformer en quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. De quoi parles-tu, Nick? J'ai regardé autour de moi ma famille, entourée de mes affaires qu'ils s'étaient partagées, portant des vêtements et des bijoux achetés avec mon argent, planifiant des avenirs financés par ma générosité, complètement convaincus de leur propre succès et de mon échec. Je parle du fait que vous êtes tous sur le point d'apprendre la différence entre la véritable autonomie et l'illusion confortable que je vous ai fournie. Et puis, j'ai commencé à leur dire la vérité. Maman, papa, Emma, tout le monde, dis-je, regardant ma famille élargie réunie dans la pièce. Avant que je ne quitte cette maison, il y a quelque chose que vous devez tous comprendre sur votre situation financière. Quelque chose qui va tout changer, dès maintenant. Nick, s'il te plaît, soupira ma mère. Nous avons déjà établi que Bradley gère nos affaires financières de manière professionnelle. Nous n'avons pas besoin d'eux. Il n'y a pas d'aide gouvernementale, l'interrompis-je, ma voix portant clairement dans la pièce. Il n'y a pas de retour sur investissement. Il n'y a pas de dividende d'action technologique. Chaque dollar qui a maintenu cette famille à flot au cours des 3 dernières années est venu directement de moi. Le silence se fit total dans la pièce. Mon père arrêta de plier mes vêtements. Les mains d'Emma se figèrent au milieu de ma commode. Tante Carole reposa les bijoux qu'elle examinait. C'est ridicule, dit ma mère après un moment. Nick, nous avons vu les papiers. Nous avons reçu des documents officiels sur nos programmes d'aide. J'ai créé ces papiers, répondis-je calmement. J'ai créé de fausses fondations, des sociétés écrans et des programmes d'aide frauduleux pour cacher le fait que je vous soutenais tous. Chaque paiement d'hypothèque, chaque facture de service public, chaque paiement de voiture, chaque dollar des frais de scolarité d'Emma. Tout venait de moi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon application bancaire, projetant l'écran sur mon ordinateur portable pour que tout le monde puisse voir l'historique des transactions. Midwest Community Mortgage, 2400 $ par mois pendant 36 mois. Commonwealth Edison, en moyenne 350 $ par mois. Riverside Ford Credit pour les paiements du camion de papa, 420 $ par mois. Frais de scolarité d'Emma à l'université d'État, 18 000 $ par semestre, transférés via de fausses fondations de bourse que j'ai créées. Les chiffres remplissaient l'écran dans un défilement infini de paiements qui totalisaient des centaines de milliers de dollars. Le visage de mon père était devenu complètement blanc. Nick, ce n'est pas possible. C'est tout à fait possible, papa. Et ça s'arrête aujourd'hui. Maintenant. J'ai déjà déposé des documents juridiques mettant fin à tout soutien financier et vous transférant la responsabilité légale. Les programmes gouvernementaux, murmura ma mère. Les demandes d'aide que Bradley nous a aidés à remplir? Il n'y a eu aucune demande, dis-je en regardant directement Bradley, dont le sourire charmant avait complètement disparu. Bradley ne vous a jamais aidé à postuler pour quoi que ce soit, mais il s'est servi d'une part importante de l'argent que j'envoyais pour vous soutenir. C'est un mensonge, dit rapidement Bradley. Oncle David, ne l'écoutez pas. Il est en pleine dépression nerveuse. C'est exactement le genre de comportement qui m'inquiétait. Bradley, continuai-je, a systématiquement volé vos paiements de soutien au cours des 6 derniers mois. Les paiements d'hypothèque que vous pensez avoir reçus? 70% sont allés dans les comptes de jeu de Bradley. L'aide pour les services publics? La moitié a été redirigée pour financer ses vacances à Las Vegas. Au total, Bradley a volé plus de 70 000 $ qui étaient destinés à vous loger et vous nourrir. J'ai changé d'écran sur mon ordinateur portable pour montrer l'activité bancaire et les relevés de jeu de Bradley. Paradise Casino, 12 000 $ de retrait. Vacances à Las Vegas, 8 000 $. Nouvelle moto, 15 000 $. Compte de paris sportif, plus de 20 000 $ de dépôt. Tout financé avec de l'argent volé au paiement de soutien de votre famille. Le visage de Bradley passa de la confiance au désespoir. Tu es fou, Nick. Tu ne peux pas lancer des accusations comme ça. J'ai essayé d'aider cette famille. Vraiment, Bradley? C'est pour ça que tu as redirigé leur paiement d'hypothèque pendant 3 mois, les faisant risquer la saisie? C'est pour ça que tu prévoyais de leur offrir un prêt prédateur en utilisant leur propre argent de soutien volé,
puis de leur facturer des intérêts dessus? Ma mère se leva, chancelante. Bradley, est-ce que c'est vrai? Bien sûr que non. Nick invente tout ça parce qu'il est jaloux de notre succès. Il a espionné nos comptes financiers et a créé ces faux registres pour se donner de l'importance. Ce ne sont pas de faux registres, dis-je en sortant des relevés bancaires et des journaux de transactions imprimés. Ce sont des documents bancaires officiels montrant 3 ans de soutien systématique et 6 mois de vol systématique. Chaque paiement est documenté. Chaque transaction est traçable. Chaque dollar est comptabilisé. J'ai remis les documents à mon père, qui a commencé à les lire avec une horreur croissante. David, continuai-je, vous allez recevoir un avis de saisie la semaine prochaine parce que Bradley a volé vos paiements d'hypothèque. Votre camion va être repris parce qu'il a empoché la moitié des paiements de la voiture. Vos services publics vont être coupés parce qu'il a détourné l'argent pour financer sa dépendance au jeu. C'est insensé, dit Emma, bien que sa voix manque de conviction. Nick, pourquoi inventerais-tu quelque chose comme ça? Je n'invente rien, Emma. Ta bourse complète à l'université d'État n'a jamais existé. J'ai créé de fausses fondations académiques et des programmes de bourse au mérite pour payer tes frais de scolarité sans que tu saches que l'argent venait de moi. Tu as fait tes études à mes frais tout en croyant l'avoir mérité grâce à tes résultats académiques. Emma s'assit lourdement sur ma chaise de bureau, fixant les documents que je lui avais remis. La fondation d'excellence académique Patterson n'existe pas. Le programme de bourse au mérite du Midwest n'existe pas. La subvention pour l'innovation technologique qui a payé ton ordinateur portable et tes manuels n'existe pas. Je les ai tous créés pour cacher le fait que je finançais tes études. Mais j'ai mérité ces bourses, murmura Emma. J'avais les notes, j'ai écrit les dissertations. Tu les as méritées, Emma. Je me suis assuré que les faux critères de sélection correspondaient à tes véritables accomplissements. Mais l'argent venait de moi, pas d'institutions académiques qui n'ont jamais existé. Mon père leva les yeux des relevés bancaires, son visage pâle et choqué. Nick, ça montre des paiements remontant à 3 ans. Tu as payé pour tout. Tout, papa. La maison, les voitures, les services publics, l'éducation d'Emma, même les cadeaux de Noël et d'anniversaire que vous pensiez acheter avec des retours sur investissement. Tout venait de mon entreprise de conseil, pendant que je vivais dans un appartement modeste et que je conduisais une Honda Civic de 7 ans. Mais pourquoi, demanda ma mère, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Parce que je savais que vous refuseriez l'aide par fierté, et je ne pouvais pas supporter de vous voir tout perdre. Je pensais protéger votre dignité tout en gardant la famille unie. Tu n'as jamais rien dit. Je n'ai jamais rien dit parce que je voulais que vous conserviez votre indépendance et votre respect de vous-même. Je ne m'attendais jamais à être publiquement humilié et à me faire dire de partir parce que j'étais censé être un fardeau financier pour la famille. Le silence se fit complet dans la pièce, à l'exception du bruit des pleurs discrets d'Emma. Alors, quand tu as demandé $50 pour les réparations de ta voiture? Commença mon père. Je vous testais. Je voulais voir si la famille que je soutenais secrètement depuis 3 ans m'aiderait pour une petite urgence. Vous avez refusé et m'avez fait la leçon sur la responsabilité financière tout en portant des vêtements et des bijoux que j'ai payés. Bradley fit une dernière tentative désespérée pour contrôler le récit. Même si Nick a aidé avec quelques paiements, ça ne prouve pas que j'ai volé quoi que ce soit. Il est paranoïaque et instable. Il a suivi les informations financières privées de notre famille sans permission. Bradley, dis-je en me tournant pour lui faire face directement. J'ai des images de caméras de sécurité du Paradise Casino te montrant en train de jouer avec de l'argent qui était censé payer l'hypothèque de ma famille. J'ai des reçus d'hôtel de Las Vegas payés avec de l'argent des services publics détournés. J'ai des registres d'achat pour ta moto, achetés avec des fonds de soutien familial volés. J'ai des dossiers financiers détaillés montrant exactement quand tu as eu accès au numéro de compte de ma famille et que tu as commencé à rediriger leur paiement. J'ai affiché la dernière pièce à conviction sur l'écran de mon ordinateur portable. Plus important encore, j'ai des conversations enregistrées de plus tôt aujourd'hui où tu as admis avoir intercepté des paiements, menacé de me faire passer pour financièrement abusif, et détaillé ton plan pour prêter à ma famille leur propre argent volé à un taux d'intérêt de 8%. Le visage de Bradley s'effondra complètement. Tu as enregistré notre conversation? Chaque mot. Y compris ta confession que tu as manipulé ma mère pour lui faire croire que j'étais jaloux et plein de ressentiment face à leur succès. Y compris ta menace de détruire ma réputation si j'exposais ton vol.
Y compris ton plan pour finalement prendre le contrôle de leur maison par le biais de prêts prédateurs. La pièce éclata en voix choquée alors que les membres de la famille commençaient à comprendre toute l'étendue de ce qui s'était passé. Bradley nous a volé, demanda tante Carole, incrédule. Pendant que nous critiquions Nick de ne pas aider la famille, ajouta oncle Tom. Alors que Nick payait en fait pour tout, murmura Jennifer. J'ai besoin de m'asseoir, dit ma mère en se laissant tomber sur mon lit. Nick, je t'ai traité de sangsue financière devant tout le monde alors que tu soutenais secrètement toute notre famille. C'est vrai, maman. Tu m'as dit d'arrêter de dépendre de la famille alors que je soutenais en fait la famille. Tu as refusé de m'aider avec $50 tout en vivant dans une maison que je payais. Et Bradley, dit lentement mon père, tu nous volais tout en prétendant nous aider. L'attitude confiante de Bradley s'était complètement effondrée. Ce n'est pas ce que vous croyez. J'allais tout rembourser. J'avais juste besoin de fonds à court terme pour couvrir des investissements qui ont mal tourné. Des dettes de jeu, rectifiez jeu. Pas des investissements. Des dettes de jeu que tu as couvertes en volant la sécurité de ta propre famille. Et tu allais nous facturer des intérêts sur notre propre argent volé, demanda ma mère, incrédule. J'essayais d'aider. Je pensais que si je pouvais juste revenir à l'équilibre, je pourrais tout rembourser et personne n'aurait à le savoir. En nous laissant risquer la saisie, exigea mon père. En prévoyant de prendre possession de notre maison. Le choc de la famille se transformait en colère alors qu'ils réalisaient toute l'étendue de la trahison de Bradley et de leur propre mauvais traitement envers moi. Nick, dit Emma à travers ses larmes, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée. Nous pensions tous. Nous croyions. Vous avez cru ce que vous vouliez croire, Emma, que tu réussissais et que tu étais indépendante, tandis que ton frère était un échec. Il était plus facile d'accepter ce récit que de se demander comment votre style de vie confortable était possible. Mais nous ne savions pas, protesta ma mère. Comment aurions-nous pu savoir? Vous auriez pu vous demander comment une famille menacée de saisie a soudainement reçu une aide financière parfaite sans paperasse ni exigence. Vous auriez pu vous demander comment les prétendus investissements technologiques de papa fournissaient exactement assez de revenus mensuels pour couvrir vos factures spécifiques. Vous auriez pu être curieux de savoir pourquoi votre bonne fortune coïncidait parfaitement avec le succès de ma carrière. Mais vous ne vouliez pas savoir, parce que savoir aurait compliqué votre sentiment d'indépendance. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé ma famille dans la pièce. Alors, voici ce qui se passe maintenant. Tout soutien financier cesse immédiatement. Les paiements d'hypothèque, l'aide pour les services publics, les paiements de voitures et le financement des études prennent fin aujourd'hui. Vous avez une semaine pour prendre des dispositions pour vos véritables responsabilités financières avant que la procédure de saisie ne commence. Une semaine, demanda désespérément mon père. Nick, nous ne pouvons absolument pas. Vous êtes autonome. Vous vous souvenez? Vous m'avez dit il y a à peine une heure que vous étiez complètement indépendant et que vous n'aviez pas besoin de compter sur vos enfants pour le soutien. Maintenant, vous allez le prouver. Mais Nick, plaida ma mère, nous pouvons sûrement trouver un arrangement. Nous sommes une famille. Nous avons fait des erreurs, mais nous pouvons réparer ça. J'ai regardé la femme qui m'avait publiquement humilié devant 20 parents, qui avait refusé de me prêter $50 tout en vivant dans une maison que j'avais payée, qui avait passé la soirée à critiquer mon caractère tout en louant mon cousin voleur. Nous pouvons discuter de la possibilité de reconstruire notre relation, maman. Mais d'abord, vous allez tous faire l'expérience de ce que c'est que d'être réellement responsable financièrement. Vous allez apprendre la différence entre le succès mérité et le confort subventionné. Et vous allez faire face aux conséquences de vos choix sans ma protection. J'ai pris mon sac de sport et je me suis dirigé vers la porte. Nick, attends. M'a appelé Emma. Où vas-tu? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Je me suis retourné pour regarder ma famille une dernière fois. Ils étaient assis au milieu des boîtes de mes affaires qu'ils s'étaient partagées, entourés par les preuves de leur propre ingratitude et de leur cruauté, comprenant enfin la véritable source de leur confort et de leur sécurité. Emma, tu vas faire exactement ce que tu m'as dit de faire toute la journée. Tu vas prendre la responsabilité de ta propre vie, apprendre à gérer l'argent correctement et arrêter de compter sur les autres pour résoudre tes problèmes. Et Bradley, demanda mon père. J'ai regardé mon cousin, qui fixait le sol, complètement abattu. Bradley va aller en prison fédérale pour fraude électronique, fraude bancaire et vol de plus de $70 000. Le FBI le contactera lundi matin.
Nick, s'il te plaît, dit Bradley désespérément. Je rembourserai tout. Je vais arranger ça. Ne détruis pas ma vie pour ça. Bradley, tu as détruit ta propre vie quand tu as choisi de voler ta famille et de les manipuler pour qu'ils haïssent leur propre fils. Tu as détruit ta vie quand tu as décidé de profiter de leur désespoir tout en les laissant risquer la saisie. Je ne détruis rien. Je retire simplement la protection qui t'a permis d'éviter les conséquences de tes choix. Je suis sorti de ma chambre d'enfant pour la dernière fois, laissant ma famille affronter la réalité de leur situation sans moi. En arrivant en bas des escaliers, je pouvais les entendre commencer à se disputer, les voix s'élevant en accusation, dénégation et panique alors qu'ils réalisaient l'ampleur de leur crise. Mais pour la première fois en 3 ans, leur crise était vraiment la leur. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon nouveau bureau en centre-ville quand mon assistante m'a annoncé un appel. Nick, il y a une certaine Suzanne Patterson sur la ligne 2. Elle dit que c'est votre mère. Je n'avais pas parlé à ma famille depuis Thanksgiving. Mon avocate, Sarah, avait géré toutes les communications concernant les poursuites contre Bradley et la transition financière de la famille. Mais je me demandais quand cet appel arriverait. Bonjour, maman. Nick, mon chéri, merci de prendre mon appel. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. Sa voix semblait différente. Plus vieille, plus fatiguée, mais aussi, d'une certaine manière, plus authentique que dans mon souvenir. Comment ça va? Ça a été difficile, mais on s'en sort. Ton père a trouvé un travail au nouveau centre logistique, et je travaille à temps partiel au centre communautaire. Emma a été transférée au collège communautaire local, et elle travaille la nuit pour payer ses frais de scolarité. Et la maison? On l'a perdue. On loue un petit appartement dans le sud de la ville. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à nous. On paie nos propres factures pour la première fois en 3 ans. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, le soulagement qu'ils s'en sortent, la tristesse de leur perte, et autre chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Je suis désolé que ça se soit passé comme ça, maman. Ne sois pas désolé, Nick. On avait besoin d'apprendre à prendre soin de nous-mêmes. On avait besoin de comprendre ce que nous tenions pour acquis. Il y eut une longue pause avant qu'elle ne poursuive. Nick, je t'ai appelé pour te demander si tu accepterais de nous rencontrer. Pas pour demander de l'argent ou de l'aide, mais pour nous excuser. Vraiment nous excuser. Ton père, Emma et moi suivons une thérapie familiale, et nous avons appris des choses difficiles sur nous-mêmes et sur notre comportement. Quel genre de choses? Nous avons appris que nous t'avions terriblement traité. Pas seulement à Thanksgiving, mais pendant des années. Nous avons tenu ton succès pour acquis. Nous avons méprisé ta carrière. Nous avons critiqué tes choix, et nous ne t'avons jamais demandé une seule fois si tu avais besoin de soutien ou d'encouragement. Nous étions des gens égoïstes et ingrats qui se sentaient en droit de juger la personne qui nous maintenait à flot. Sa voix se brisa légèrement. Nous avons appris que lorsque quelqu'un vous aime assez pour sacrifier son propre confort pour votre bien-être, et que vous répondez par la cruauté et le mépris, vous ne méritez pas son amour continu. Nous avons appris que nous avons failli perdre la personne la plus généreuse et la plus attentionnée de notre famille parce que nous étions trop fiers et stupides pour l'apprécier. Maman? Laisse-moi finir, mon chéri. Nous avons aussi appris que ce qui s'est passé avec Bradley n'était pas seulement un vol. C'était un symptôme du dysfonctionnement de notre famille. Nous étions si prompts à croire aux solutions faciles et aux aubaines magiques que nous n'avons jamais remis en question des mensonges évidents. Nous étions si à l'aise avec des avantages non mérités que nous ne nous sommes jamais demandé d'où ils venaient vraiment. Nous avons créé un environnement où quelqu'un comme Bradley pouvait nous manipuler parce que nous voulions croire que nous réussissions sans effort. Je me suis trouvé sincèrement impressionné par son introspection. Qu'est-il arrivé à Bradley? Il a été condamné à 6 ans de prison fédérale. Sa femme a divorcé, et il a tout perdu. Mais Nick, je veux que tu saches que nous ne le voyons pas comme le méchant de l'histoire. Nous nous voyons comme les méchants. Bradley a profité de notre cupidité et de notre paresse, mais nous avons créé les conditions qui ont rendu ces crimes possibles. C'est une façon mature de voir les choses. Le conseiller nous a aidés à comprendre que nous vivions dans un monde fantastique où nous méritions le succès sans effort, où nous pouvions maltraiter les gens sans conséquence, et où quelqu'un nous sauverait toujours de nos mauvais choix. Bradley n'a pas créé ce fantasme. Il en a juste profité. Et maintenant, nous apprenons à vivre dans le monde réel. Ton père se lève à 5 heures du matin pour travailler dans un entrepôt, et il est fier du salaire qu'il gagne.
J'apprends des compétences en comptabilité pour pouvoir progresser au centre communautaire. Emma découvre que payer ses propres études lui fait les apprécier plus que lorsqu'elle pensait qu'elles étaient gratuites. Cela ressemble à une croissance positive. C'en est une. Mais Nick, la chose la plus importante que nous ayons apprise, c'est que nous avons perdu quelque chose de précieux lorsque nous avons perdu ta confiance et ton respect. Nous avions un fils qui nous aimait assez pour s'épuiser au travail pour nous garder à l'aise, et nous avons payé cet amour avec mépris et cruauté. Je pouvais l'entendre pleurer doucement. Nous savons que nous ne pouvons pas défaire ce que nous avons fait. Nous savons que nous ne pouvons pas reprendre les choses que nous avons dites ou la façon dont nous t'avons traité. Mais nous espérons que peut-être, un jour, nous pourrons mériter le droit d'être à nouveau ta famille. Pas tes dépendants ou tes responsabilités, mais ta famille. À quoi cela ressemblerait-il, maman? Cela ressemblerait à nous prouvant que nous avons changé, que nous pouvons être des gens solidaires et reconnaissants qui apprécient ce qu'ils ont et se traitent avec gentillesse. Cela ressemblerait à nous construisant une relation basée sur l'amour et le respect au lieu du besoin et du droit. Et si tu n'es pas prêt pour ça, alors nous attendrons. Nous continuerons à travailler sur nous-mêmes, à grandir en tant que personne, dans l'espoir qu'un jour tu verras que nous valons une seconde chance. Mais Nick, nous ne te mettrons pas la pression et nous n'attendrons rien. Nous avons appris que l'amour et la confiance doivent se mériter, pas s'exiger. J'ai pensé aux 6 derniers mois. Mon entreprise s'était considérablement développée sans le fardeau financier de soutenir ma famille. J'avais déménagé dans un appartement plus agréable, changé de voiture et même commencé à fréquenter quelqu'un que j'avais rencontré par le biais de réseaux professionnels. Mais il m'avait aussi manqué, malgré tout ce qui s'était passé. Maman, je serais d'accord pour prendre un café, juste pour parler. Mais j'ai besoin que tu comprennes que reconstruire la confiance prendra du temps. Nous comprenons parfaitement. Nous n'attendons pas de pardon ou de réconciliation immédiate. Nous voulons juste la chance de te montrer que nous avons appris et grandi. Et Emma et papa? Ils sont tous les deux déterminés à se racheter. Emma t'a écrit une lettre qu'elle a été trop nerveuse pour envoyer. Ton père a assisté à un groupe de soutien pour les personnes qui ont endommagé des relations familiales par orgueil et égoïsme. Un groupe de soutien pour ça existe? Apparemment, nous n'étions pas la seule famille à s'être presque détruite par ingratitude et sentiment de droit. Le conseiller dit que c'est plus courant que les gens ne le pensent. Nous avons convenu de nous rencontrer le samedi suivant dans un café neutre du centre-ville. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé ma famille déjà assise à une table d'angle, l'air nerveux mais déterminé. Ils avaient l'air différents. Mon père avait perdu du poids et semblait plus jeune, d'une certaine manière, bien qu'il soit habillé en vêtements de travail au lieu des tenues décontractées chères que je lui achetais. Ma mère avait l'air fatiguée, mais alerte, engagée d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Emma semblait plus mature, plus concentrée, moins prétentieuse que l'étudiante qui avait critiqué mon irresponsabilité financière. La conversation fut maladroite au début, mais devint progressivement plus naturelle à mesure que nous parlions de leur nouvelle vie, de leurs défis et de leurs découvertes sur eux-mêmes. Ils ne cherchèrent pas d'excuses ni n'essayèrent de minimiser leur comportement. Ils reconnurent toute l'étendue de leur cruauté et de leur ingratitude sans essayer de rejeter la faute. Plus important encore, ils partagèrent ce qu'ils avaient appris sur l'appréciation de ce qu'ils avaient, le soutien mutuel dans les difficultés et la construction de relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance financière. Nick, dit Emma vers la fin de notre conversation, je veux que tu saches que je comprends maintenant ce que tu as sacrifié pour nous. Je paie mes propres frais de scolarité en travaillant 40 heures par semaine tout en suivant des cours à plein temps. C'est épuisant et stressant, et ça me fait réaliser tout le travail que tu as dû faire pour financer mes études pendant que je te critiquais de ne pas avoir assez de succès. Je comprends aussi, ajouta mon père, ce que ça a dû te faire de nous voir profiter d'un style de vie confortable tout en te traitant d'échec. De travailler 16 heures par jour pour que nous puissions bien vivre pendant que nous te faisions la leçon sur la responsabilité et l'effort. Et je comprends, conclut ma mère, ce que ça a dû te faire d'aimer des gens qui n'appréciaient pas ton amour, de te sacrifier pour des gens qui tenaient ton sacrifice pour acquis, de protéger des gens qui ne voyaient même pas qu'ils avaient besoin de protection. Au cours des mois suivants, nous avons commencé à reconstruire nos relations, lentement et prudemment. Ils ne demandèrent pas d'argent ou d'aide, mais ils demandèrent mes conseils, ma compagnie et mon point de vue sur leurs nouveaux défis. Ils partagèrent leurs succès et leurs échecs honnêtement, sans essayer de m'impressionner ou de cacher leurs difficultés. Plus important encore, ils démontrèrent par leurs actions qu'ils avaient fondamentalement changé leur approche des relations familiales.
Ils se soutenaient mutuellement dans les difficultés sans attendre que quelqu'un d'autre résolve leurs problèmes. Ils célébraient les réussites des autres sans se sentir en droit de partager les bénéfices. Ils se traitaient avec gentillesse et respect, même lorsqu'ils étaient stressés ou frustrés. Un an après cette première rencontre au café, j'ai aidé mon père à emménager dans une petite maison qu'il avait économisée pour acheter, non pas en lui donnant de l'argent, mais en lui fournissant des conseils sur les inspections et les négociations. J'ai assisté à la remise des diplômes d'Emma du collège communautaire, où elle avait obtenu un diplôme en comptabilité tout en travaillant à plein temps. J'ai célébré la promotion de ma mère au poste de directrice de bureau au centre communautaire, un poste qu'elle avait obtenu grâce à son dévouement et au développement de ses compétences. Et progressivement, j'ai commencé à croire qu'ils avaient appris la leçon la plus importante de toutes, que les relations familiales se construisent sur l'amour, le respect et l'appréciation mutuelle, et non sur l'obligation ou la dépendance financière. L'expérience m'a aussi appris quelque chose de précieux. J'ai appris que protéger les gens des conséquences de leurs choix ne les protège pas du tout. Cela leur permet de rester immatures, égoïstes et ingrats. Le véritable amour exige parfois de laisser les gens lutter, apprendre et grandir, même s'il est douloureux de les voir lutter. J'ai appris que la générosité sans limite devient de la complaisance, que le sacrifice sans reconnaissance devient du martyre, et que l'amour sans respect devient de l'exploitation. Plus important encore, j'ai appris que les personnes qui méritent vraiment votre soutien sont celles qui l'apprécient, le rendent, et ne le tiennent jamais pour acquis. Ma famille a appris à devenir ces personnes, et notre relation aujourd'hui est plus forte et plus authentique qu'elle ne l'a jamais été lorsque je finançais secrètement leurs illusions confortables. J'ai donc une question pour tous ceux qui écoutent cette histoire. Vous êtes-vous déjà retrouvé à soutenir quelqu'un qui tenait votre générosité pour acquise? Quelqu'un qui vous critiquait tout en bénéficiant de votre gentillesse? Comment avez-vous géré cette situation? Avez-vous fixé des limites, ou avez-vous continué à entretenir leur comportement? J'adorerais lire vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a aidé à réfléchir à vos propres relations familiales ou à vos limites financières d'une nouvelle manière, veuillez lui donner un j'aime et vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de se défendre tout en gardant le cœur ouvert aux personnes qui prouvent qu'elles méritent votre confiance. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous rappelle que votre générosité est précieuse et doit être appréciée, que votre gentillesse mérite d'être rendue, et que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de permettre aux gens d'apprendre de leurs propres erreurs. Rappelez-vous, la vraie famille n'est pas une question d'obligation ou de dépendance, c'est une question d'amour, de respect et de soutien mutuel. Ne vous contentez de rien de moins. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre, et rappelez-vous que vous méritez d'être apprécié pour l'amour et le soutien que vous donnez aux autres. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous et les uns des autres.